sur Le Figaro TV. On va revenir sur cette panne de courant géante qui a touché hier l'Espagne, le Portugal et même une partie de la France. Les questions sont nombreuses sur les causes de ce blackout impressionnant à l'heure où la France examine sa feuille de route énergétique pour les 10 prochaines années. Nous en parlerons avec le président du comité de prospective en énergie de l'Académie des sciences, Marc Fontcave. Nous irons à New York également, où nous attend la philosophe et spécialiste des États-Unis, Julie Girard. Quel bilan pour Donald Trump après 100 jours de présidence? A-t-il vraiment réussi son pari? Comment s'organisent ses principaux opposants? Julie Girard nous racontera tout cela donc en direct de New York. Et puis nous reviendrons sur les résultats de la commission d'enquête sur les dérives des finances publiques. Comment expliquer un tel déficit? Comment trouver 40 à 50 milliards d'euros pour boucler le budget de l'État 2026? Le député Charles de Courson nous donnera son point de vue. Ce sera en troisième partie. Bonjour Marc Fontcave. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes professeur au Collège de France, président du comité de prospective en énergie de l'Académie des sciences. On va revenir évidemment sur ce débat sans vote organisé hier après-midi à l'Assemblée nationale sur le sujet inflammable évidemment de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Quelques mots d'abord sur ces pannes d'électricité massives qui touchent donc l'Espagne, le Portugal, le sud de la France également depuis hier, même si la situation revient progressivement à la normale depuis cette nuit. Ce sont quand même des images impressionnantes que l'on a vues défiler sur les réseaux sociaux, dans les médias, avec donc des métros, des trains totalement à l'arrêt, des bureaux plongés dans le noir complet, des feux de circulation également hors service. Une journée de galère pour tous les habitants concernés. Question en suspens. Évidemment, à ce stade, nous n'avons pas d'éléments précis. Mais comment expliquer un tel blackout ? Oui, c'est un blackout historique. Qui nous dit beaucoup de choses. Déjà, même si, en effet, il faut être prudent sur l'interprétation des événements. La première chose que ça nous dit, c'est que si le réseau électrique européen a des avantages, on importe, on exporte, on échange, etc., il y a aussi une fragilité, on le voit, puisqu'il suffit qu'il y ait un problème dans un pays, tout le Portugal a été impacté par ce qui s'est passé en Espagne. Et effectivement, une petite partie de la France. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment, il y aura une enquête pour savoir comment ça s'est passé. Bon, on a avancé l'idée d'un attentat pour un peu détourner les choses, à mon avis. Mais oui, il faut... Alors... Est-ce qu'il y a une hypothèse à ce stade qui semble plus crédible qu'une autre sur les raisons de ce blackout ? Non, pour le moment, franchement, il n'y a pas d'hypothèse, si ce n'est ce qu'on nous a dit déjà, à savoir qu'il y a eu des fluctuations importantes sur le réseau électrique. Moi, ce que je peux dire, et avec d'autres d'ailleurs, qu'un système électrique, il tient si il y a de l'inertie. Et l'inertie, elle est fournie par les machines tournantes qu'on trouve dans les centrales thermiques, dans les centrales nucléaires, et qu'il n'y a pas avec les équipements intermittents renouvelables. On était dans une situation à ce moment-là où il y a une très grosse... Alors l'Espagne, son mix électrique, c'est beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien et beaucoup de gaz. Il y a très peu de nucléaire. Donc à ce moment-là, j'ai regardé les choses, on est... Alors, il n'y a pratiquement pas de vent. Oui. Il fait très beau en ce moment. Il y a beaucoup de soleil en Espagne. Et on a énormément de photovoltaïque. Et on a très peu de gaz. Et très peu de nucléaire. Donc il n'y a pas les machines qui sont particulièrement effectives dans le maintien, si vous voulez, dans le contrôle de la fréquence. Est-ce que vous croyez en cette hypothèse peut-être effectivement donc d'une saturation de la production d'électricité qui aurait pu causer ce blackout? C'est pas tellement le mot de saturation. Je pense qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu un événement primaire, me semble-t-il, où il y a ces fluctuations dont on nous parle. Après, je ne peux pas aller très loin dans le détail. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon, j'entends qu'il y a 15 gigawatts qui sont tombés en quelques secondes. C'est très curieux, mais enfin, il faut regarder les choses. Mais il peut y avoir... Ce dont je parle peut être un effet secondaire, c'est-à-dire que dans des circonstances un peu difficiles, dans un système où il y aurait une grosse part
de ces machines qui fournissent l'inertie du système, il y a une possibilité très efficace de maintenir la fréquence. D'accord ? Dans un système où ce n'est pas le cas, où il y a au contraire peu de machines tournantes qui fournissent l'inertie du système et le contrôle de la fréquence, à ce moment-là, ça peut tomber très vite. Mais alors on sait comment il fonctionne le système. Comment se fait-il que ni l'Espagne, ni le Portugal, ni même la France n'aient pu justement prévenir un tel risque ? Là, je ne peux pas vous répondre. Il s'est passé un phénomène. Moi, simplement, ce que je retiens, mais c'est ce qu'on dit de toute façon dans notre avis sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on va bien sûr y revenir. Oui, on va y revenir, mais c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous considérons que dans un mix énergétique, en particulier le français, où il y a une part, un socle nucléaire important, mais c'est vrai aussi avec des socles pilotables fossiles, il y a une limite. Il y a une limite dans la part des énergies renouvelables. Pas tellement qu'elles soient renouvelables, mais qu'elles soient intermittentes. C'est effectivement ce que vous dites dans votre avis. C'est ce qu'on dit. Il y a une limite. Publié il y a quelques jours. Voilà, l'Académie ne dit pas on ne veut pas de solaire, on ne veut pas d'éolien. Elle dit il y a une limite dans la part de ces énergies-là. Est-ce que la France est, sinon prémunie, en tous les cas protégée d'un tel risque, qu'il nous arrive, ce qui est arrivé hier aux Espagnols et aux Portugais sur quasiment l'ensemble de leur territoire ? Je dirais, en cohérence avec ce que j'ai dit il y a 2 secondes, aujourd'hui, le risque est à peu près nul. Nous sommes en surcapacité, donc on a suffisamment d'électricité. Nous avons les bonnes machines pour contrôler la fréquence et la tension de notre système. Donc nous sommes armés pour faire face à un blackout comme celui-là. Je pense que oui, enfin je ne suis pas au cœur de la machine, mais oui. Alors, mais simplement ce qu'on dit aussi, c'est que à accumuler des énergies intermittentes jusqu'à un niveau trop excessif, nous allons rentrer dans ce type de difficultés et dans la situation de ces pays qui, tels que l'Espagne, ont choisi d'avoir une part massive d'énergie intermittente. On parle beaucoup de la relance du nucléaire en France. Notons qu'en Espagne, hier, 3 centrales ont été mises à l'arrêt suite à ce blackout. 3 centrales nucléaires ? Voilà. Oui, elles s'arrêtent automatiquement. Donc question sur le risque. Mais il y a des générateurs, qui se mettent en marche à ce moment-là et qui sont sûrs. Et donc ça fonctionne. Mais la reprise, si vous voulez, elle est rendue difficile aussi quand vous n'avez pas l'inertie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Espagnols, d'après ce que j'ai compris ? Ils ont remis en route leurs machines, leur gaz. D'accord ? Ils ont mis un peu d'hydroélectricité et puis ils sont allés récupérer de l'électricité française. Oui, effectivement, et nous avons pu les aider à y faire face. Marc Sontcave, question plus généralement, quand même, quand on voit cette économie totalement à l'arrêt, donc pendant quasiment 24 heures, ces hôpitaux qui sont bloqués, ça pose quand même un certain nombre de questions brûlantes, les communications téléphoniques également complètement perturbées. Est-ce que justement, à l'heure où en France nous nous penchons sur notre programmation pluriannuelle de l'énergie, est-ce que ça ne pose pas la question malgré tout de cette dépendance qui pourrait être beaucoup trop forte à l'électricité ? Alors, c'est pas l'électricité qui pose un problème, si vous voulez. Je pense véritablement, enfin, je peux dire que c'est même la position de l'Académie, nous l'avons mis dans cet avis, que si nous voulons diminuer notre part de fossiles, qui est déjà assez basse par rapport au monde, on dépend à 58% des fossiles quand le monde est à 80%, mais c'est déjà trop, c'est une facture sévère, 60 milliards en moyenne d'euros par an, donc c'est bien de s'en débarrasser, et puis on n'en a pas sur notre sol, donc on est dépendant. Souveraineté énergétique veut dire aussi se débarrasser de ces fossiles, et puis il y a le climat bien sûr. Donc comment on fait pour se débarrasser de ça ? Il n'y a pas 36 solutions. Soit on trouve des combustibles solides, gazeux, liquides, équivalents au pétrole, au gaz et au charbon, et qui soient bas carbone, disons. Soit on n'en a pas, soit on n'en a pas assez. Alors, c'est quoi ces combustibles-là ? C'est une partie de la biomasse. On parle des biocarburants, on parle du biogaz. Mais on n'y arrivera pas à remplacer toute cette quantité-là de pétrole, de gaz par des solides et des gaz, des liquides et des gaz venus de la biomasse. Donc il faut électrifier. Donc il faut électrifier une partie de ce que nous consommons en pétrole et immédiatement
on peut faire la liste de ce qui peut être éventuellement électrifié. C'est le transport, c'est l'industrie, c'est le chauffage dans les bâtiments, etc. Donc il y a une liste. Donc oui, il faut aller vers l'électrification. Mais en même temps, il faut que cette électrification soit faite sur la base d'un mix électrique sérieux, stable, et ça passe par, en tout cas en France, ça doit passer par un socle nucléaire très important, parce que c'est la seule façon aujourd'hui que nous ayons, sans fossiles, de piloter ce système électrique. Est-ce que justement la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle est prévue pour le moment, on rappelle qu'il y a eu ce débat donc sans vote hier à l'Assemblée nationale, un nouveau débat va avoir lieu mardi prochain au Sénat. Est-ce que le dossier tel qu'il est mis sur la table aujourd'hui, justement, permet de parvenir à ces objectifs que vous énonciez à l'instant ? Alors, avant de répondre à votre question, je veux juste dire que j'ai écouté le Premier ministre hier, et j'ai eu le sentiment qu'il n'était pas dans un soutien profond de ce texte, à tel point même qu'il a évoqué le fait qu'il fallait encore l'améliorer. Et nous avons dit dans notre avis qu'il était très très mal écrit, en tout cas. Et il parle d'un décret, effectivement, il le promet pour cet été. Voilà, donc il a pas mal repoussé, c'est-à-dire que le décret ne sera pas pris dans les jours qui viennent, comme on avait pu le penser au début. Et en tout cas, il a repoussé jusqu'à la fin de l'été. Donc c'est un bon signe selon vous ? C'est déjà une avancée, c'est-à-dire que ça veut dire que les services de l'État, du Premier ministre, ont été sensibles aux critiques, et j'espère de nos critiques, sensibles aux nôtres, qui sont là pour être constructives et pour évidemment essayer d'améliorer ce texte. Alors maintenant, pourquoi on a critiqué ce texte ? Au-delà des aspects formels qui sont quand même assez graves. Vous l'attaquez violemment, hein. Vous parlez d'un texte peu sérieux, peu rigoureux, incohérent. Oui, alors ça c'est la forme. La forme est assez mauvaise dans la mesure où il y a des chiffres totalement différents pour la même chose. Par exemple, juste un exemple, mais je pourrais multiplier, la consommation d'énergie en 2035, on ne sait pas si elle sera à 1300, à 1200 ou à 1100. 200 TWh de différence, c'est énorme. Et une fois que vous avez cette incertitude, quand vous dites j'ai 40% d'électricité, ça ne fait pas la même chose à 1300 et à 1100 et ainsi de suite. Bon, ça c'est l'aspect. Non, il y a deux choses qui nous ont paru légères, je dirais. La première, c'est que on continue à solliciter une augmentation massive de la production électrique dans un contexte où la consommation électrique diminue depuis 2017. Alors, pour être tout à fait précis sur ce point, notons quand même que cette analyse, elle est contredite par d'autres. Elle est contredite, par exemple, par le gestionnaire du réseau de haute tension, RTE, qui lui annonce une hausse de la consommation en 2024. Oui, quand je dis elle diminue depuis 2017, c'est que c'est pas une diminution continue. En effet, j'ai même, je crois, la courbe dans mon cartable ici. En effet, en 2024, elle a augmenté par rapport à 2023, qui avait subi une forte baisse, une petite montée de 2 ou 3%. Mais si vous regardez la courbe entre 2017 et 2024, effectivement, c'est comme ça, si vous voulez. Hein. Pourquoi justement cette consommation baisse, alors même que chacun s'accorde justement pour électrifier les usages, que ça soit sur les transports, que ça soit sur, par exemple, le chauffage ? Je le redis, il faut électrifier. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire en ce moment. Alors, quelles sont les raisons ? Je pense qu'il y a deux types de raisons. Il y a une raison qu'on comprendra assez facilement et une qu'on évoque assez rarement. La première raison, elle est économique. Quand vous avez un prix de l'énergie, un prix de l'électricité élevé, notamment en France parce qu'il y a beaucoup de taxes, vous savez qu'on taxe beaucoup plus au kilowattheure produit, beaucoup plus l'électricité que le gaz. Oui. Quand on est dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe ? Les ménages font attention, donc ils s'imposent de la sobriété, ils font des économies d'énergie. Les industries font la même chose, ils améliorent l'efficacité énergétique de leurs convertisseurs d'énergie, donc ça c'est le premier point. Donc on consomme moins d'énergie. Et puis la deuxième... Et puis donc aussi pour des raisons économiques, le véhicule électrique continue à être cher, l'hydrogène vert électrique est cher,
la demande est tâtonne. On continue d'ailleurs à préférer les chaudières au gaz ces derniers temps que les pompes à chaleur, parce que là aussi il y a un problème économique. Et puis les fameux carburants alternatifs, carburants de synthèse, notamment c'est des sujets sur lesquels je travaille dans mon laboratoire, ça continue à être très très cher par rapport aux carburants dérivés des fossiles. Donc il y a un problème économique. Et puis le deuxième point, et c'est pour ça que nous, en tant qu'Académie des sciences, on répète, il y a encore des efforts à faire en matière de recherche, d'innovation, de développement, recherche fondamentale, technologique, industrielle. On a tendance à croire que tout est à un niveau de maturité technologique final et qu'il n'y a qu'à faucon. Il suffirait de prendre tout ça et de le mettre à l'échelle industrielle, à très grande échelle. Or, là aussi, il y a besoin de continuer à travailler sur les rendements des électrolyseurs, sur les batteries, sur les rendements des panneaux photovoltaïques, enfin, etc. Donc, il y a beaucoup de recherche à faire. Alors, justement, le photovoltaïque, on y vient. En l'état, évidemment, le PPE tel qu'il a été débattu hier à l'Assemblée prévoit une accélération du déploiement des installations photovoltaïques, de l'éolien également. Je vous propose d'écouter ce que disait hier à ce sujet sur ce plateau l'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon. On a beaucoup plus de renouvelables, donc on multiplie par 4 le photovoltaïque, par 2 l'éolien terrestre, par 35 l'éolien offshore. Et comme le disait Louis Gallois, tout ça, il faut des investissements, il faut raccorder. Parce que ce qu'on ne sait pas trop, par exemple, c'est que quand on fait de l'éolien offshore, le raccordement est aux frais de la communauté française. Et tous ces éléments, par définition, c'est la facture d'électricité de chaque consommateur qui va prendre en charge. Vous êtes d'accord avec l'ancienne patronne d'Areva ? Oui, je suis en effet d'accord avec cela, mais je voudrais juste l'expliciter. En effet, et nous l'avons dit dans notre avis, ce texte de programmation pluriannuelle de l'énergie, cette politique énergétique, nous dit il faut... Alors, Anne Lauvergeon a parlé en termes de multiplication de capacités d'éolien et de solaire. Moi, je dis globalement, on rajoute 200 TWh. Aujourd'hui, on produit 540 TWh d'électricité. Oui. On rajoute 200 TWh de plus. Donc, première question, est-ce qu'on a besoin d'autant et est-ce que la pente de la consommation électrique est telle qu'il faut aller aussi haut en production ? Je dis pas que c'est simple. Il peut y avoir un retour de l'électrification, mais enfin, pour le moment, c'est pas ce qui se passe. Et la deuxième chose, la grande caractéristique de cela, c'est que ces 200 TWh sont exclusivement des énergies intermittentes, c'est-à-dire solaire et éolien. Oui. Et voilà. Donc pas forcément pilotable d'ailleurs. Quand on parlait justement tout à l'heure de ce forcément, pas du tout pilotable. En ce sens justement, ça porte les germes d'un risque comme par exemple celui que nous évoquions avec ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal. Si on continue dans cette voie, en effet, c'est ce que nous disons, c'est qu'on prend le risque en effet de perdre de la pilotabilité. Et nous rajoutons une chose parce que la pilotabilité, on en parle en général, mais dans le cas du nucléaire, dans le cas d'un pays qui est nucléarisé comme le nôtre, le nucléaire ne se manipule pas comme ça. C'est particulièrement délicat. Alors, c'est pilotable, c'est-à-dire qu'on peut descendre assez vite jusqu'à 20% de l'activité, on peut remonter assez vite, mais ces machines sont quand même fragiles, sensibles, on ne peut pas faire ça en permanence. Et puis, on peut les arrêter, mais si on les arrête, on ne les redémarre pas tout de suite. Donc, voilà, la pilotabilité du nucléaire est indéniable. Simplement, nous disons, il y a un niveau de pilotabilité qui commence à fragiliser nos machines. Donc, la conclusion est assez simple. Oui à l'éolien, oui au solaire, mais dans un niveau raisonnable. Merci beaucoup. Dernière question extrêmement rapidement, Marc Tontka. Vous parliez tout à l'heure de l'état de la recherche. Est-ce que, justement, en l'état actuel des technologies, est-ce que les objectifs de neutralité carbone 2050, tels qu'ils sont fixés en tous les cas dans la PPE, est-ce qu'ils sont atteignables ? Non, il n'y aura pas de zéro carbone en 2050.
Alors ça, personne ne peut le dire, mais c'est la réalité. C'est en tout cas le discours officiel. Oui, peut-être. Enfin, voilà, moi, vous me posez la question, c'est pas de la politique que je fais là. Je vous parle en tant que scientifique, il n'y aura pas zéro carbone en 2050. Et d'abord parce que ça dépend de quoi on parle. Si on parle du zéro carbone globalement sur la planète, c'est encore plus évident. Il n'y aura pas de zéro carbone. L'Agence internationale de l'énergie a annoncé il y a quelque temps qu'on n'avait jamais autant consommé de pétrole, de charbon et de gaz qu'en 2024. Donc il n'y a aucune chance que nous n'y parvenions. Non, il n'y a aucune chance que nous ayons zéro carbone. Par contre, le problème, c'est qu'on s'est fixé une date, 2050. Pourquoi 2050 ? Pourquoi pas 2040 ? Pourquoi pas 2060 ? Nous devons travailler à la défossilisation de nos systèmes énergétiques. Ça, en 2050, on n'y sera pas arrivé. Et c'est en tous les cas le sens de votre avis émis par l'Académie des sciences et qui est à retrouver évidemment sur le site internet de l'Académie. Merci beaucoup Marc Foncave, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes également professeur au Collège de France. Nouveau débat sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie prévue mardi prochain au Sénat. Et évidemment, on suivra cela de très près. On va aller à présent aux États-Unis. Cela fait 100 jours aujourd'hui que Donald Trump a entamé son deuxième mandat à la Maison-Blanche. 100 jours entre stupeur et tremblement, 100 jours qui ont ébranlé le monde. Alors quel premier bilan en font les Américains eux-mêmes ? Y a-t-il vraiment un effet Trump, notamment sur l'économie, sur la relance également de l'industrie américaine ? On en parle dans un instant. Je vous propose d'abord de regarder justement quelques-unes de ces déclarations fracassantes depuis le 20 janvier dernier. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. What I'd like to see, Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina or any one of our Tennessee, any one of our states build the cars. They could do it very easily. We don't need them for the cars. We don't need them for lumber. We don't need them for anything. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Bonjour Julie Girard. Bonjour Timothée Delem. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis New York, spécialiste des États-Unis. Vous êtes philosophe et essayiste. Alors justement, les États-Unis qui donc fêtent aujourd'hui, en tous les cas, passent le cap des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche dans ce second mandat, anniversaire évidemment surtout symbolique, mais qui permet quand même d'ores et déjà de dresser un premier bilan. On va en parler ensemble. D'abord, ce premier constat, si vous le voulez bien, avec ces sondages qui sortent dans les médias américains ces jours-ci, plusieurs médias, New York Times, Washington Post par exemple, pour ne citer que, font état d'une chute libre de Donald Trump dans les sondages. Oui, effectivement, si vous voulez, Donald Trump est en train de mettre en place une politique qui, pour moi, est une politique de long terme, et ma position rejoint celle de l'économiste en chef du think tank conservateur de Washington, American Compass. Donc son économiste en chef est Oren Cass. Cette stratégie est récessionniste et inflationniste à court terme. On a vu à quel point elle a fait trembler les marchés dans les dernières semaines. Elle a pour objectif principal de réduire le déficit abyssal annuel des États-Unis qui avoisine les 2000 milliards, en tout cas pour l'année précédente, et qu'on imagine être assez semblable cette année. Les États-Unis ont 36 000 milliards de dettes. Donc l'objectif de cette politique est effectivement de venir à bout, en tout cas de réduire la croissance de ce déficit, mais cela provoque des tensions et effectivement des turbulences sur les marchés qui ont fait chuter la cote de popularité de Donald Trump. Est-ce que ça veut dire, à vous entendre, à vous écouter, que ces sondages qui sont quand même très défavorables, en tout cas cette chute libre, est-ce que ça veut dire que c'est pas forcément révélateur d'une tendance de fond, en tous les cas dans son électorat ?
Alors, c'est révélateur d'une tendance actuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, à court terme, comme je vous le dis, la politique va être récessionniste et inflationniste, donc c'est difficile pour la population. Mais ça fait 40 ans que des gouvernements sociodémocrates proposent d'augmenter en permanence le déficit. Je crois que l'ère de la gâterie, pour reprendre une expression du philosophe Peter Sloterdijk, n'est plus tenable ni pour les États-Unis, ni pour aucune économie occidentale, et qu'il faut en passer par des politiques de long terme qui sont évidemment pas forcément très positif dans les sondages pour les dirigeants qui les prennent à court terme. Comment les Américains, justement, à tous les niveaux, les classes populaires, les classes moyennes, mais également les classes dirigeantes, ont-elles vécu la séquence sur les droits de douane, avec donc ces annonces tonitruantes de Donald Trump et puis ce rétropédalage quelques jours plus tard? Comment tout cela a été vécu aux États-Unis? Alors, pour Wall Street, c'est effectivement compliqué parce qu'il y a une volatilité qui est considérable, des oscillations qui font trembler certains, effectivement, actifs du marché. Pour la classe moyenne, pour l'instant, si vous voulez, au mois de mars, on a une inflation qui a baissé à 2,4%. Je crois que les gens sont plus dans l'attente, ils s'interrogent sur ce qui va se passer. Je pense que la manière dont Donald Trump mène la négociation avec Scott Bessent, avec Howard Lutnick, est stratégique. C'est une façon de négocier tout en essayant d'éviter que cela provoque une véritable crise financière, parce que je crois que c'est la limite. Et c'est pour cela aussi qu'ils ont pris un peu de recul. Il y a également des négociations avec la Chine qui sont importantes. Je crois que c'est vraiment le premier pays avec lequel ce bras de fer est engagé. Donc c'est difficile de négocier et avec la Chine et avec l'ensemble des autres économies. Donc je pense qu'il y a un attentisme. On attend de voir ce qui va se passer. Il y a cette suspension de 90 jours et puis il y a des échanges récurrents presque quotidiens. Dans les médias, on annonce sans arrêt une évolution dans la relation avec la Chine, mais qui se fait attendre parce que pour l'instant on est dans l'observation. Question Julie Gérard, parce que vous évoquiez les conséquences de la politique de Donald Trump, des conséquences qui sont recherchées plutôt à long terme. Et c'est effectivement le cas, c'est également ce que lui dit. Est-ce que malgré tout, il ne prend pas le risque, entre-temps, de froisser l'opinion publique? Ce chiffre, 72% des Américains estiment que sa politique économique causera une récession à court terme, et c'est un avis qui d'ailleurs est partagé par 51% des républicains. Il prend un risque malgré tout, Donald Trump? Bien sûr qu'il prend un risque, d'autant plus que les midterms sont dans 2 ans. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit possible de changer de politique économique de manière vraiment sérieuse, avoir une stratégie de long terme sans en passer par les difficultés, les tensions que ça va provoquer à court terme, c'est-à-dire une économie inflationniste et récessionniste. Mais nous ne pourrons plus soutenir une dette aussi importante. 36 000 milliards de dettes, c'est colossal, c'est absolument pas tenable. On voit déjà les premiers effets, en tout cas, de cette politique ou cette visée, puisque le Trésor américain a annoncé que le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, aurait pu réduire les dépenses au 2e trimestre d'environ 53 milliards, ce qui veut dire que sur une année, on pourrait atteindre une réduction des dépenses de 200 milliards. L'objectif des droits de douane, c'est, selon le bureau du budget du Congrès, de faire rentrer 300 milliards dans les caisses de l'État, donc on arrive à 500 milliards. Ils envisagent également de baisser le budget de la défense de 200 milliards par an. Grâce à tout cela, on pourrait arriver à une réduction de 700 milliards par an sur un déficit qui est environ annuel de 2000 milliards. Donc on pourrait réduire potentiellement le déficit américain qui est aujourd'hui de 7% par an autour de 4-5%, ce qui est colossal. Donc il est absolument impossible de véritablement changer la trajectoire de l'économie américaine sans en passer par une période de turbulence qui pourrait se couronner de succès. Il faudra voir. C'est très difficile de juger une politique en quelques mois. Question qui peut paraître un peu triviale, Julie Gérard, mais c'est vrai qu'on se pose cette question en France souvent. On se dit, Donald Trump, finalement, est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il est visionnaire? Est-ce qu'on se pose cette question également aux États-Unis? Je crois que c'est très partagé en fonction des partis politiques. Certainement que les démocrates ont plutôt la sensation qu'il y a une politique erratique. Je crois que le style est erratique, que parfois il est brutal et qu'on peut potentiellement regretter qu'il n'y ait pas de plus de souplesse dans la manière de le faire. En tout cas, c'est leur façon de fonctionner. Mais il y a une stratégie et des gens compétents. Il faut rappeler que Donald Trump n'est pas tout seul. Il est épaulé par Scott Bessent,
qui est un ancien gérant de hedge fund et qui connaît son métier. Et donc il y a une équipe, si vous voulez, en tout cas pour la partie économique, qui est sérieuse. Elon Musk a en tout cas été en charge du Doge jusqu'à présent. Il va se retirer en tout cas il va se retirer pour retourner à ses affaires. Mais l'équipe qu'il a installée, je dirais, va continuer à faire son travail. Donc je pense que si vous voulez brandir l'étendard de la folie, c'est une façon de ne pas vouloir regarder exactement ce qui se passe dans la politique intérieure américaine de plus près, et non pas juste d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue économique. L'approche est beaucoup plus économique, je dirais, de la politique politicienne. Question sur les relations entre Donald Trump et Elon Musk. Vous évoquiez bien le fait qu'Elon Musk devrait se retirer prochainement. Quel est l'état de leur relation ? Est-ce que l'on sait si, est-ce que en tout cas la presse américaine fait écho d'une embrouille ? C'est ce qui se dit aussi parfois ici en France. Et puis surtout, que va faire Elon Musk désormais ? Il va retourner dans l'industrie ? Alors, écoutez, je ne suis pas dans les cercles intimes de Elon Musk et de Donald Trump, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des tensions avec certains membres de l'administration. Je pense qu'il faut se souvenir que Elon Musk dirige près de 6 entreprises qui sont de taille internationale, qu'il est extrêmement impliqué, en tout cas avant de s'impliquer dans le Doge, il était impliqué au quotidien dans chacune de ces entreprises. Quand il a créé SpaceX, il était présent sur les chaînes de production, il était présent dans les usines en permanence. Donc c'est un homme qui a besoin d'être au contact sur le terrain de ses employés et dans ses entreprises. Donc je pense qu'il était de toute façon prévu qu'il ne reste pas définitivement. Il serait difficile de gérer à la fois SpaceX, XAI et Tesla tout en étant présent à Washington. Peut-être qu'il y a eu, c'est potentiellement une frustration aussi du côté de Elon Musk qui a fait beaucoup déjà, mais qui est aussi limité d'une certaine manière, je dirais, par l'infrastructure étatique aussi. Est-ce qu'il a réussi sa mission, Elon Musk, aux yeux des Américains ? 60 000 employés quand même licenciés en quelques mois. Là aussi, n'est-il pas allé trop loin ? Écoutez, si vous voulez réduire le déficit, il faut en passer par des coupes. Et comme je l'évoquais précédemment, le Trésor annonce au deuxième trimestre 2025 une baisse de 53 milliards des dépenses, ce qui pourrait faire 200 milliards sur l'année, ce qui est déjà colossal, c'est 10% de notre déficit. Donc je pense que malheureusement, il y a des moments où il faut faire des économies et qu'il faut arriver à optimiser des agences fédérales qui ont été aussi... à la fin du mandat de Joe Biden, si vous voulez, encourager à grossir, à employer beaucoup de personnel. Donc, il faut arriver à un équilibre pour que l'État fonctionne, l'État de droit fonctionne, tout en ayant aussi une structure qui permette d'avoir une économie à long terme prospère. Ce qui est certain en tous les cas, et vous parlez d'économie prospère à long terme, c'est qu'il y a ce mouvement, il y a ce mouvement de fond aux États-Unis et qui va d'ailleurs notamment toucher les classes populaires, ce mouvement libertarien en tous les cas, cette offensive libertarienne qui, elle, pour le coup, se confirme jour après jour. Oui, je crois que avec la convergence entre le mouvement républicain, le groupe républicain, la MAGA, la base républicaine, et puis ces géants de la tech qui emportent avec eux tout un mouvement libertarien, on voit arriver se former aujourd'hui une coalition qu'on appelle le paléo-libertarianisme et qui a été théorisée dans les années 70 par Murray Rothbard, un anarcho-capitaliste qui imaginait faire converger effectivement les libertariens, ceux qui veulent moins d'État, dans lesquels il y a une grande diversité de mouvements, des minarchistes, des anarcho-capitalistes, et puis les conservateurs républicains. Et donc on voit cette émergence qui a été aussi théorisée récemment conceptualisée par Nate Silver, un politicien américain qui a parlé de cette élite de la rivière qui émerge et dont Elon Musk est l'une des incarnations et qui arrive à Washington avec une autre approche, une approche analytique, une approche stochastique, une approche statistique en réalité de la politique qui est beaucoup plus froide et beaucoup plus centrée vraiment sur l'économie.
Dernière question sur la politique étrangère quand même de Donald Trump, parce que c'est un élément là aussi qui est très important. Il aurait probablement rêvé d'une victoire diplomatique pour ces 100 jours avec peut-être une paix durable en Ukraine. Ça n'est pas le cas à ce stade. Est-ce que c'est une impasse diplomatique pour lui, Donald Trump ? Je pense qu'annoncer qu'il réglerait le conflit ukrainien en si peu de temps était complètement irréaliste. Donc je ne crois pas que ce soit une impasse diplomatique dans le sens où les négociations continuent et qu'on pourrait arriver à un accord. Simplement, les choses prennent du temps parce qu'il y a de nombreux partenaires qui sont en jeu, parce que la situation est extrêmement difficile. Et donc, je ne pense pas que ce soit une impasse dans le sens où c'était assez irréaliste d'imaginer régler ce problème en si peu de temps. Merci beaucoup Julie Girard, merci d'avoir été avec nous en direct depuis New York. On vous retrouve régulièrement d'ailleurs dans les pages du Figaro Vox, et puis je signale également à retrouver sur lefigaro.fr l'analyse de nos éditorialistes et notre correspondant sur place, donc sur les 100 premiers jours agités de Donald Trump à la Maison Blanche, ces 100 premiers jours qui ont ébranlé le monde. Retour en France. À présent, on parlait à l'instant d'économie américaine, ce sujet évidemment, il inquiète, il clive également en France. Comment les finances publiques ont-elles pu dérailler à ce point ? C'est la question sur laquelle s'est penchée la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pendant plusieurs mois. On en parle dans un instant avec le rapporteur général du budget, le député Charles de Courson. Avant cela, je vous propose d'écouter la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. C'était dimanche midi au micro de CNews et Europe 1. Vous savez que nous avons un sujet qui s'appelle les opérateurs et les agences. Nous avons une organisation on en parle beaucoup, qui est devenue, par certains aspects, illisible, qui est devenue difficile à comprendre pour les Français et qui d'ailleurs, je crois, crée des inefficacités pour l'État. Je vous annonce que nous allons, d'ici à la fin de l'année, proposer dans le budget que 1/3 des agences et des opérateurs qui ne sont pas des universités soient fusionnés ou supprimés. Que nous réduisions notre complexité, que nous remettions un État plus fort, plus efficace sur le terrain. Vous virez des gens ? Ça veut dire qu'on va faire des économies effectivement de fonctionnement, ça veut dire qu'on va effectivement rapprocher des équipes, donc il y aura effectivement moins d'emplois publics à la clé. Bonjour Monsieur Charles de Courson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député Lyotte de la Marne, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Nous commencions à l'instant cette discussion sur, d'abord, on va parler évidemment de cette commission d'enquête. Un mot sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous étions à l'instant avec Marc Fontcave il y a quelques minutes. Dossier extrêmement important, brûlant, qui doit donc fixer les orientations de la politique énergétique de la France pour les 10 prochaines années. Il y a des enjeux derrière tout cela, consommation pour les ménages, compétitivité de nos entreprises, de notre industrie également. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Français sur ce dossier ? Ils ont raison d'être inquiets. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que ce débat sans vote d'hier, tout a été fait sur la forme pour que le Parlement ne se prononce pas sur le fond. Ceci relevait d'un projet de loi très important sur la souveraineté énergétique, qui avait d'ailleurs été envisagé par les gouvernements précédents. Mais ils n'ont jamais déposé cela. Donc ça, c'est sur la forme. François Bayrou a eu tort de vouloir passer par décret ? Ah, bien sûr, mais il savait ça entraînerait des risques importants pour lui s'il y avait un projet de loi. Lui et ses prédécesseurs, hein, c'est pas simplement François Bayrou. Mais il y a un contournement du Parlement, selon vous ? Sous la pression du Rassemblement national, il a concédé, si vous voulez, ce débat sans vote, franchement, qui était un peu surréaliste, un lundi à 14h. Bon, on était très peu nombreux, on a été entre, disons, au maximum 25-30 sur 500 députés. Ouais, et donc chacun annonnait un peu sa position. Moi, j'ai essayé de soulever quelques problèmes de fond. Problème de fond, c'est que le président s'est retourné, et dans la bonne direction, j'allais dire pour une fois, sur le nucléaire, en disant qu'il faut arrêter de fermer des réacteurs. Il en a quand même fermé 2. Bon, il a décidé maintenant de relancer voilà, et donc on ne ferme pas l'industrie nucléaire. Il a eu raison de le faire. Tout à fait. Mais le problème, c'est la relance comment ? Et avec le problème des EPR. Moi, je suis allé à la direction du Trésor récemment avec la présidente de la Commission des affaires économiques pour regarder l'affaire Hinkley Point. Vous voyez, il est en train de se passer sur Hinkley Point ce qui s'est passé sur Flamanville. Je rappelle les chiffres. Flamanville, un seul réacteur, estimation initiale 3,3 milliards, on finit à un peu plus de 19 milliards.
Prix de revient de l'électricité, personne n'en parle, on serait autour de 120 € le mégawatt. Enfin, c'est énorme. Est-ce qu'on peut pour autant se passer de cela, de la relance de nos réacteurs nucléaires ? Alors, la question c'est, est-ce que on a besoin de nouveaux réacteurs ? C'est fonction de l'évolution de la demande d'électricité. Contrairement à ce que prévoyait la PPE, c'est-à-dire une augmentation continue de 2% par an jusqu'à la fin au moins de cette décennie, et voire au-delà, c'est pas du tout ce qu'on constate. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que l'électrification du parc automobile est beaucoup plus lente que prévu. En moyenne européenne, l'année dernière, en 2024, à peine 10% des automobiles étaient toutes électriques. Et 17% en hybride. C'est un peu plus en France, si vous voulez, mais bon, le marché automobile, il est européen maintenant. Et donc, je pense qu'il y a une complète surestimation des besoins en électricité. On en est à exporter 15% de notre production. Et est-ce que l'EPR est le bon dispositif en matière nucléaire ? Vous en doutez ? Les faits sont là, si vous voulez. Hinkley Point, 2 réacteurs, c'est la filiale anglaise d'EDF, 2 réacteurs, estimation initiale, on était à 18 milliards de livres sterling, on serait actuellement autour de 43-44 milliards de livres sterling. Et en plus, dérapage des travaux. Quand à Flamanville, qu'on a fini par commencer à coupler, que des ennuis techniques. Il a encore été arrêté pendant 2 mois. Donc, si vous voulez, la vraie question, c'est est-ce qu'il ne fallait pas, c'est ce que préconisait d'ailleurs la Cour des comptes, de relancer la filière électronucléaire, mais avec des technologies éprouvées et dont on connaît le coût d'investissement et le prix de revient de l'électricité. Beaucoup de débats, en tout cas, sur cette question, sujet brûlant, et on aura l'occasion évidemment d'y revenir dans cette émission. Un autre dossier brûlant, celui des finances publiques, vous le connaissez très bien. Vous êtes, je le disais, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Vous avez contribué ces derniers mois à la commission d'enquête parlementaire donc sur ce dérapage budgétaire. Commission qui a rendu ses conclusions le 15 avril dernier et qui pointe des erreurs dites techniques derrière les dérapages de 2023 et 2024. On rappelle ce chiffre, un déficit public français, 5,8% du PIB en 2024, c'est 169,6 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut vraiment, Charles de Courson, justifier aux yeux des Français une telle sortie de route par des erreurs dites techniques ? Alors, si vous avez suivi les débats, j'étais assez dur avec les ministres des budgets qui sont venus nous expliquer, et les ministres de l'économie qui sont venus nous expliquer que le dérapage des finances publiques, qui représente en 2024 à peu près 50 milliards, c'est, pour faire simple, une quarantaine de milliards sur les recettes et un peu moins de milliards sur les dépenses. Sur les recettes, c'est la remise en cause des méthodes d'évaluation par la direction du Trésor des grands impôts français. Je vous prends l'exemple caricatural de l'impôt sur le revenu. Prévision dans loi de finances initiale 2024, 72 milliards. Vous savez qu'on a atterri à 57-58. Donc il y a un problème dans les méthodes d'évaluation. Tout à fait. Tout à fait. Il y a sur l'IS, c'est très simple, c'est que la direction du Trésor prenait comme référence l'excédent brut d'exploitation. Le lien entre l'excédent brut d'exploitation et le bénéfice fiscal est extrêmement distant. Et donc, ils se sont complètement trompés. Et cette année 2025, alors là, ils ont estimé à 53 milliards. Alors, pour une fois, j'ai dit, alors là, vous sous-estimez. Et effectivement, oui, on est en train de réestimer au moins 2 milliards supplémentaires. La TVA, c'est beaucoup plus grave. C'est une erreur complète d'analyse de la situation économique. Ils étaient partis sur un modèle qui est un vieux modèle keynésien qui consiste à dire que lorsque le taux d'épargne a beaucoup augmenté, il y a un moment où il va redescendre. Donc on va revenir au taux historique de 14,5. On était à 18% de taux d'épargne. Eh bien en 2023, en 2024, ils se sont trompés. Et je crains qu'une nouvelle fois en 2025, ils se trompent aussi. Question, Charles de Courson. Dans une moindre proportion. Oui, parce que c'est quand même ce que disent les Français, ce que se disent les Français quand ils nous regardent, quand ils vous écoutent. Est-ce qu'on a été trop optimiste dans les prévisions ou est-ce qu'on nous a menti ?
Alors, il y a deux questions. Il y a la responsabilité politique. Pour moi, il y a des ministres qui sont responsables des services. Quand vous voyez des ministres du budget qui nous expliquaient qu'ils n'avaient pas à intervenir dans les évaluations techniques des services, j'aurais dit, mais attendez, monsieur le ministre, les services sont sous votre autorité. Mathieu Lefebvre, d'ailleurs, co-rapporteur du texte, lui, a pointé du doigt les services de Bercy. Je crois que ça vous a mis hors de vous. Ah ben ça m'a mis hors de moi, parce que ça consiste à dire que les ministres ne servent à rien. Ils servent à quoi, alors, les ministres ? Un ministre me disant, monsieur de Courson, c'était pas mon boulot de mettre, je prends son expression, les mains dans le cambouis. Bah, bien sûr que si. Les services sont sous votre autorité. Vous pensez à qui quand vous dites cela ? Vous pensez très concrètement à Bruno Le Maire ? À Bruno Le Maire et à monsieur Cazenave. Bruno Le Maire, justement, lui, il parle d'un déluge d'accusations mensongères subies pendant des mois à propos de cette commission parlementaire. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, mais il y a deux questions. Il y a comment on peut expliquer que ce dérapage de 50 milliards qui s'explique pour 40 milliards sur les recettes et une dizaine de milliards sur les dépenses, hein, pour faire simple. Donc, parlons des recettes. Et c'est pas du tout la surévaluation de la croissance, puisqu'on a été assez proche. C'est la composition de la croissance. Et donc, ça remet en cause toutes les méthodes traditionnelles d'évaluation des recettes. Et quand on est ministre, on assume. Ce qui est inacceptable, si vous voulez, c'est différent avec Mathieu Lefebvre, qui a utilisé mes travaux parallèles d'ailleurs à la commission d'enquête pour dire, vous voyez, il n'y a pas eu de manipulation. Non. C'est les autorités politiques, les ministres, qui sont responsables des estimations. Est-ce qu'il faut donc réformer ces méthodes d'évaluation et surtout comment ? Oui. Je fais des propositions, impôt par impôt. Prenez sur l'IS, moi j'ai proposé que toutes les grandes entreprises y aient un contact direct pour leur demander, puisqu'ils ont des comptes trimestriels, comment ils voient l'évolution de la base fiscale française. Voilà. Et cette idée, semble-t-il, est en train d'être reprise par la direction du Trésor. Sur l'IR, moi j'ai préconisé qu'on se rapproche davantage des URSSAF, puisque une bonne partie de l'assiette, ce sont les salaires, et avec les URSSAF, on a quand même une évolution mensuelle qui donne des résultats assez proches pour l'IR. Pour ce qui concerne la TVA, j'ai dit, abandonnez votre modèle keynésien de retour à l'équilibre, appuyez-vous sur les prévisions que font les grands réseaux de distribution et les moyens d'avoir un échantillon qui vous diront à peu près comment ils voient évoluer la consommation des ménages. Vous voyez, d'être beaucoup plus modeste et ne pas s'enfermer dans des modèles ou des pratiques qui sont devenus inadaptés. Alors, on a beaucoup parlé des recettes, de ces prévisions également qui se sont trompées. C'est ce que dit en tous les cas le rapport, c'est ce qui, pour le coup, fait l'unanimité. Est-ce qu'il ne faut pas également quand même parler des dépenses ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un regard beaucoup plus acéré sur les dépenses ? Oui, alors... Pour ce qui concerne les dépenses de l'État, elles n'ont pas dérapé. On a annulé, on a gelé, on a par des méthodes budgétaires. Ce qui explique le dérapage d'une dizaine de milliards des dépenses, c'est deux choses. C'est premièrement que le gouvernement, sur les dépenses sociales, a très peu de marge de manœuvre. Mais il y a quand même des leviers d'économie. Regardez cette proposition faite que nous écoutions d'ailleurs à l'instant, ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, elle propose la suppression ou la fusion d'un tiers des agences et des opérateurs de l'État hors université. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous ? Non, mais qu'elle nous indique lesquelles. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut partir des missions. Il y a 400-450 opérateurs de l'État sous des formes diverses, établissements publics, associations, etc. Il faut partir des missions. Est-ce que les missions sont utiles ? Si elles ne sont pas utiles, on supprime. Ce n'est pas un problème de fusionner. Il faut partir des missions. Et après, de voir, est-ce qu'il n'y a pas des missions qui sont mal partagées entre tel ou tel organisme ? Et à ce moment-là, la fusion est tout à fait légitime. Est-ce que vous pensez à des agences en particulier ? Il y a d'autres... oui, on a multiplié dans certains domaines des agences. Mais croire qu'on va faire 2 à 3 milliards d'économies sur l'ensemble de ces opérateurs qui représentent à peu près 70 milliards à peu près, c'est une illusion.
Pourquoi ? Parce que si c'est pour les supprimer et qu'on maintient les missions, que ces missions, donc elles sont reprises directement par les services de l'État, je vois pas très bien où on va avoir des économies. Et d'ailleurs, je suis impatient que Mme de Montchalin nous explique quels sont les organismes concernés et quel est le montant des économies. Tout le monde sait que quand vous fusionnez deux organismes, vous avez un surcoût au début. Hein, et après, les économies viennent dans un deuxième temps. Ouais. Une autre proposition sur la table, et là aussi elle est soutenue par Amélie de Montchalin, la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités dans leur déclaration d'impôt. Éric Lombard reconnaît également que le sujet est sur la table. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, premièrement, ces 10%, ça représente quoi ? Ça représente 4,5 milliards à peu près de dépenses fiscales, c'est-à-dire de moins-value sur l'impôt sur le revenu. Pourquoi est-ce qu'il y a ce 10% ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et on oublie de dire que le 10%, il est plafonné. Il est plafonné à 4 400 €. Ça veut dire qu'au-delà de 44 000 € de retraite annuelle, l'abattement ne s'applique plus sur tout ce qui est au-dessus. Oui, mais il y a un message qu'on envoie également à Charles Le Courson au moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture, de faire attention. Est-ce que, c'est pas un message malgré tout positif que l'on envoie aux actifs ? Non, mais... En prenant une mesure, même si elle a un côté symbolique, évidemment, c'est 4 à 5 milliards, mais ça permet quand même de faire passer un message. C'est du symbolique. Hein. Si vous voulez, le gouvernement, le Premier ministre en personne, lorsqu'il nous avait réunis il y a 15 jours, a lancé 2 pistes. La piste de ce fameux 10%, puis une autre piste sur l'assurance maladie qui consisterait à moduler les taux de remboursement en fonction du revenu. Alors là, j'attends avec impatience, s'il persiste dans cette idée, comment ils vont le faire ? Pourquoi ? C'est une véritable usine à gaz. Vous tenez compte du revenu de qui ? Vous êtes marié. Votre épouse travaille, vous travaillez. On tient compte du revenu du ménage ou du revenu de chaque individu. Alors si c'est le revenu de chaque individu, les taux de remboursement vont être différents entre le mari et son épouse. Et puis s'il y a des enfants, et donc si vous êtes un vieux célibataire et que vous avez le même revenu que par exemple l'épouse de ce couple marié, comment ça s'articule ? Moi je ne crois pas du tout à cette piste qui en plus va poser d'énormes problèmes mutuels, assurance complémentaire. Vous avez en plus, il n'y a pas un régime d'assurance maladie, il y en a une quinzaine. Donc vous avez par exemple les électriciens et gaziers, ils ont un régime complémentaire propre. Les Alsaciens mosellans, on a aussi un. Donc est-ce que c'est eux qui vont prendre en charge la différentielle par rapport au régime ? Enfin oui, tout ça. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même trouver ces 40 à même 50 milliards, vous dites plutôt 50 d'ailleurs. Entre 40 et 50. Voilà, oui. pour le budget 2026, oui. Il va bien falloir les trouver quelque part. Et notamment sur ce levier dépenses, il va falloir faire des réformes structurelles. Est-ce qu'il y a certains secteurs là où vous vous dites c'est là qu'il faut taper ? Ah mais vous avez déjà d'analyser les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, c'est grosso modo 90 milliards et en fait 100 milliards parce qu'il y a pas mal de sous-évaluations, une centaine de milliards. Vous avez l'exonération de cotisations sociales patronales. Le problème sur ces 2 volets, c'est que si vous les réduisez, ça veut dire que vous augmentez les prélèvements obligatoires. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Or, on a déjà les prélèvements obligatoires les plus élevés. Mais il y a d'autres pistes où, là, on s'attaque vraiment à la dépense publique. Je vais vous donner des exemples. Prenez en assurance maladie. Est-ce qu'il faut continuer à avoir les mêmes types de remboursement. Est-ce que, prenez l'exemple, puisque nous ont parlé aussi de cette piste, sur les arrêts de travail qui flambent. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne responsabilise pas les entreprises en adaptant un système qui est le même que pour les accidents du travail. C'est-à-dire que c'est pas normal que les entreprises bien gérées qui ont des taux d'arrêt de travail faibles payent pour ceux qui ont des taux très élevés, c'est-à-dire des taux de 10, 12, 13%. Pourquoi on ne souhaite pas une tarification à l'entreprise pour responsabiliser les gestionnaires ? Est-ce que également, et ce sera ma dernière question, Charles Le Courson, il ne faut pas tout simplement dire aux Français la vérité, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler plus ? Alors, travailler plus, ça veut dire que commencer à travailler plus tôt et
arrêter de travailler plus tard. Vous connaissez ma position sur l'âge légal de départ à la retraite. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai toujours été favorable à toutes ces mesures. On en avait proposé 5 pour encourager nos concitoyens à travailler plus longtemps. Mais pas par cette modalité totalement inadaptée de l'âge légal. L'année dernière, en 2024, l'âge effectif de départ à la retraite, c'est ça ce qui compte sur l'équilibre des comptes. Dans le régime général, 63 ans et demi. Donc on voit bien que c'est pas l'âge légal. L'âge légal a allumé un incendie et pour des économies très faibles. Parce que quand on dit que le texte qui a été voté, qui ne posait pas de problème sur l'accélération du nombre d'annuités, puisque c'était la réforme Touraine qui avait été votée, simplement la loi, c'est ça ce qui rapporte le plus. C'est pas l'âge légal. Merci et donc beaucoup. nous, on avait proposé des mesures d'incitation, c'est-à-dire d'augmenter le taux de majoration qui est de 5% par année supplémentaire, de supprimer toutes les mesures qui anti-cumulent emploi-retraite. Et ça coûte rien. Mais ça rapporte beaucoup. Merci beaucoup Charles Lecourson, merci beaucoup. Rapport en tous les cas de la commission d'enquête parlementaire à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr demain toujours depuis les studios du Figaro. Excellent après-midi à tous.